L'échiquier international, bienvenue à vous. Puis aucune fourniture médicale selon l'Organisation mondiale de la santé n'a pu pénétrer Gaza, et ce depuis le 6 mai, rapporte l'Organisation mondiale de la santé. L'armée d'occupation maintient sa pression, paralysant les points de passage de Rafah, censés être l'entrée de l'aide humanitaire. Censé car des activistes sionistes bloquent et saccagent délibérément les convois humanitaires à la frontière de la Cisjordanie occupée à destination de Gaza. Faire obstruction à des denrées alimentaires d'urgence à une population affamée constitue un crime de guerre, mais visiblement pas pour tout le monde. La question qui semble surtout motiver Benyamin Netanyahou est surtout comment opérer la disparition de plus de 2 millions de Palestiniens, sauf que ces calculs se sont révélés faussé depuis un certain temps. Son cercle ayant trait à des postes clés au sommet du commandement militaro-politique ont déposé une pluie de démissions, sans parler des manifestations en trombe qui réclament l'arrêt des combats et surtout sa démission. Et ajoutons à cela également des élections anticipées, des diplômés américains des grandes universités qui dédient leur sésame aux victimes palestiniennes. Et pour couronner le tout, une résistance palestinienne farouchement organisée pour continuer le combat. 5 soldats sionistes auraient été tués il y a 2 heures dans une attaque à l'est de Rafah, au sud de Gaza. On fait le point de la situation avec notre invité du jour. C'est tout de suite. La situation à Gaza et surtout au niveau du camp de réfugiés de Jabalia, qui est le plus grand camp de réfugiés palestiniens existant, théâtre de violents bombardements qui se sont déroulés tout au long de cette semaine. Et bien, pour en parler, ainsi que d'autres thématiques inhérentes à la situation à Gaza, j'ai le plaisir d'accueillir Aïssa Midani. Aïssa Midani, merci d'être des nôtres. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Karim, bonsoir à toute l'équipe d'AL 24. Je salue votre antenne et votre chaîne qui continue à soutenir le peuple palestinien et toutes ses luttes, et qui informe contre la désinformation massive des médias occidentaux. Donc, je vous salue à tous et à tous les téléspectateurs. Venons de votre personne, c'est un honneur et surtout un plaisir, vous savez, de discuter avec vous et d'échanger avec vous, Aïssa Midani. Alors, parlons de ce rapport qui vient d'être émis par l'ONG Oxfam dans un récent écrit. Selon ce même rapport, les enfants à Gaza, depuis le mois de janvier, sont contraints de vivre avec environ 245 calories jour, quantité donc modique, minuscule, qui représente 12% de l'apport journalier. Cela serait l'équivalent d'une demi-baguette de pain. L'entité sioniste ignore à la fois donc l'arrêt de la Cour internationale de justice de prévenir le génocide et les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a seulement une semaine, la CIJ a également ordonné de nouvelles mesures provisoires et déclare que la famine n'est plus imminente seulement, mais elle est bien ancrée, bien installée à Gaza. Bien présente. Dans de telles conditions, le droit de la résistance, y compris armée, est un droit suprême, un droit consacré d'ailleurs par la résolution 3743 émise par l'Assemblée générale des Nations unies. Effectivement, malgré le fait que l'Assemblée générale de l'ONU a toujours donné tous les droits en fait aux peuples qui sont sous occupation à se défendre, et que en plus le devoir du pays occupant, de l'entité occupante, de protéger la population et puis d'empêcher qu'il y ait des génocides de ce type. Alors que malgré tout ça, donc Israël persiste et signe depuis longtemps, mais plus une escalade depuis le 7 octobre, le 8 octobre, et il continue à effectivement bombarder massivement toute la population assiégée à Gaza. Mais en plus, ils ont coupé l'eau, l'électricité, les sources d'approvisionnement, et même les lieux de stockage des grains et du matériel
du matériau, enfin de toute matière nutritive, hein, des nourritures, même les écoles, les hôpitaux. Je voudrais rappeler quand même que les hôpitaux ont été pas seulement assiégés, envahis, et tous ceux qui étaient dans les hôpitaux ont été torturés, assassinés. On a trouvé des charniers à l'intérieur des différents hôpitaux. Je rappelle l'hôpital El-Shifa, mais aussi l'hôpital Nasser dans le sud. Donc, c'est vraiment dans le sud de Gaza. Donc, en fait, des crimes qui s'amoncellent, je dirais, sur le dos de l'occupant israélien et dont il fait fi d'ailleurs. Et puis aussi toutes les déclarations de la Cour internationale de justice, les rappels à l'ordre, En effet. oui, parce que à nouveau, je pense que il est important de rappeler que l'Afrique du Sud est revenue sur la Cour internationale, à la Cour internationale de justice. En fait, c'est étonnant qu'il n'y ait rien eu de fait de plus radical pour cesser ces crimes vis-à-vis de l'État sioniste d'Israël. Car Et selon elle, rien n'a été entrepris justement pour stopper, en tout cas prendre des mesures conservatoires pour tenter d'enrayer ce génocide. Vous parliez également des absolument. hôpitaux. Sur 34 hôpitaux à l'époque opérationnels, il en resterait 3 ou 4 qui seraient opérationnels. Mais en tout cas, la résistance palestinienne et Razaoui est bien là. Je rappelle ici un édito du New York Times qui date d'il y a un mois qui rapporte que les services de renseignement américains estiment que l'entité sioniste est loin de pouvoir éliminer donc le Hamas. Et bien au contraire, l'armée sioniste semble enregistrer de lourdes pertes. La nuit dernière, ce sont les médias sionistes qui le rapportent. Des hélicoptères destinés au transport des blessés ou des morts de soldats ont régulièrement opéré des évacuations. Effectivement, on a même vu Abu Ubaïda apparaître hier et puis encore plus fort et plus confiant qu'avant et menaçant les Israéliens que de toute façon ce qu'ils vont voir n'a rien à voir avec ce qu'ils ont déjà vu, que la résistance palestinienne va augmenter crescendo ses attaques, qu'elle domine parfaitement le territoire de Gaza. La réalité, c'est que à chaque fois, les Israéliens se retirent d'un endroit en disant ça y est, on a nettoyé le lieu, il n'y a plus de Hamas, il n'y a plus de résistance. Eh ben, on voit que la résistance palestinienne redomine à nouveau le territoire. Et puis elle est là très présente, elle domine et bien sûr, elle assène des coups vraiment douloureux aux Israéliens, aussi bien à leurs chars de Merkava qui étaient leur fierté, qu'à leurs soldats des groupes d'attaque al-Jolani, et qui sont aussi leur fierté, parce que ce sont les groupes d'assaut, en fait, hein, israéliens qui sont entraînés sur tout un tas de choses. Et en fait, ils prennent des coups et les Israéliens prennent de plus en plus de coups, à tel point que certaines revues intérieures israéliennes qui disaient que de toute façon, ça sert à rien de continuer à envoyer nos soldats à l'intérieur à Gaza puisqu'ils nous reviennent dans des boîtes en bois, en Oui, fait, dans cercueil. les cercueils, faisant allusion à des cercueils. Donc, en fait, on les envoie se faire tuer et en fait, ça sert plus à rien. Le mouvement à l'intérieur pour exiger qu'il y ait pour parler des discussions et un cessez-le-feu pour la libération des otages, mais aussi qu'il faut arrêter, se multiplient. En fait, les voix, aussi bien avant, c'était juste des manifestations des familles des otages, entre guillemets, en fait, qui sont dans les mains de Hamas. Mais maintenant, ça se multiplie au niveau du cabinet de guerre,
au niveau des différents chefs de partis politiques, en fait, et la majorité maintenant de plus en plus de manifestations dans les rues qui demandent la démission de Netanyahou, qui ne voit rien d'autre dans tout ça que sa carrière politique et que maintenant, C'est ce que dit. il est en train de mener effectivement Israël à la ruine. C'est ce que dit Gamni Shamni, l'ex numéro 1 des opérations stratégiques, qui dit que Netanyahou finalement n'a que des visées politiques et qui n'a pas de stratégie au lendemain de la guerre. Et on le voit, Aïssa Midani, opérer des bombardements dans un cockpit est une chose, mais aller se battre physiquement sur le terrain obéit à d'autres modalités qui semblent être perdues d'ailleurs par toutes les armées occidentales. On se rappelle la résistance qui a duré une année, la résistance iranienne qui a dû faire face les troupes américaines à Tikrit ou à Mossoul. Ils ont passé un an à livrer des combats, d'ailleurs même au Liban, en 2006, c'est pareil. En tout cas aujourd'hui, rien que dans l'après-midi, 5 soldats. En Syrie aussi. En Syrie aussi, il y a plein d'exemples. Afghanistan, les Houthis au Yémen, même les Palestiniens de tout temps, partout. En tout cas, aujourd'hui, rien que dans l'après-midi, 5 soldats sionistes sont morts dans une embuscade à Rafah. Plus tôt dans la journée, dans le quartier d'El Tanour, à Rafah également, dans le sud de la bande de Gaza, ce sont 15 soldats qui ont trouvé la mort. C'est peut-être pour cette raison aussi qu'on s'acharne tant sur les civils et sur les enfants. De toute façon, il s'acharnait depuis le début sur les civils et les enfants parce que l'armée israélienne ne sait que tuer et en fait ne sait pas se battre. Ils ont pris l'habitude de se battre de tuer des civils complètement désarmés qui sont là dans leurs habitations, dans leurs villes, etc., en train de mener leur vie normale et en fait soit par des bombardements, essentiellement par des bombardements, qui viennent d'en haut, donc ils n'osaient jusqu'à présent même pas affronter le peuple palestinien. Là, c'est la première fois où il y a eu, après beaucoup d'hésitation, une opération dite terrestre, hein, en fait, où des soldats sont rentrés dans Gaza, mais en fait c'est pareil, ils sont rentrés dans Gaza, il n'y a eu aucune confrontation avec l'armée, avec des militants ou des résistants. Et il n'y a eu que des tueries, des massacres de population, de femmes, de bébés et d'enfants. Et ils se sont attaqués aux hôpitaux, donc les gens qui sont blessés et qui sont venus exilés parce qu'ils ont bombardé leurs maisons. Donc en fait, c'est une armée qui est lâche, qui ne sait pas se battre, qui ne répugne pas à se battre à taper sur les femmes, sur les enfants, sur les civils, sur les justement, blessés. Aïssa Midani, pardon, je vous interromps. Justement, sur cet acharnement précisément sur les enfants, on va écouter ensemble ce court document et je vous demanderai juste après de réagir. À tout de suite. La proportion des enfants à Gaza est totalement délirante. Donc, on met au monde continuellement des enfants qui n'ont aucune place dans le monde. Production effrénée d'hommes excédentaires, d'hommes surnuméraires. Alors Aïssa Midani, vous l'avez entendu comme moi, c'est le philosophe, entre guillemets, écrivain et académicien, excusez du peu, Alain Finkielkraut, qui déclare en 2007 la proportion des enfants à Gaza qui est totalement délirante. Ils n'auraient aucune place dans le monde, ils sont un surplus numéraire. Et on le voit peut-être face à l'inertie des médias français. Est-ce que cet individu ne résumerait-il pas la pensée peut-être ou l'approche française concernant la situation à Gaza? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont des propos abjects qui ne font que représenter sa pensée abjecte, qui est une pensée fasciste, en plus tueuse. Si on peut dire, c'est en fait d'un massacreur. C'est vraiment la mentalité d'un massacreur et d'un fasciste et d'un raciste en plus, parce que tout le monde n'a pas, les Palestiniens n'ont pas de valeur. C'est du surnombre. Il faut les tuer. Ils n'ont pas de place dans le monde. Ils n'ont pas de place. Alors que c'est chez eux que ça se passe. Ils sont les propriétaires de la terre.
depuis des siècles. Ils sont les propriétaires de la terre de leurs ancêtres. Et on veut les chasser de là. Et en fait, les Palestiniens s'accrochent à leur terre et s'accrochent effectivement à y vivre et y faire, et s'y produire aussi, et à faire aussi de leur pays un pays indépendant qui est digne de ce nom. Et je salue vraiment leur combat, comme on l'a toujours soutenu. Mais là, plus que jamais, je salue leur combat. D'ailleurs, le monde entier salue ce combat, y compris, y compris les jeunes dans les académies américaines, dans les académies françaises, les jeunes qu'on prépare à prendre les rênes du pouvoir de demain, dans ces pays-là, dans ces gouvernements-là, ben, ils sont tous écœurés de ce qu'ils voient, ils sont dégoûtés et ils soutiennent tous la Palestine. Et ça, j'avoue que je voudrais les saluer. Il n'y a pas seulement que les étudiants, leurs professeurs, beaucoup de professeurs aussi, à tel point que dans certaines académies, lors de la remise des diplômes, les jeunes, ils prennent le drapeau palestinien aussi pour le donner à leurs professeurs de l'académie ou alors aux responsables de l'académie qui leur donnent le diplôme. Alors, donc ça, c'est un mouvement qui est parti dans le monde et qui ne sera jamais de retour en arrière, car le monde a découvert la vraie nature du sionisme et de cette occupation sioniste en Palestine. Alors, Essa Midali, je voulais qu'on parle également d'une figure très spéciale et particulière, un vrai intellectuel pour le coup, qui a eu une mésaventure ce week-end. C'est l'historien, c'est plus qu'un historien, c'est une conscience d'ailleurs, Ilan Pappé, ouais, Ilan Pappé, auteur du nettoyage ethnique de la Palestine, livre de référence, qui a été arrêté ce week-end à son arrivée, il y a 2 jours, pardon, pas ce week-end, il y a 2 jours, il a été arrêté, interpellé à son arrivée à l'aéroport de Détroit. L'historien a annoncé sur sa page Facebook qu'il a été interrogé pendant 2 heures et que son téléphone a été confisqué par le FBI. Ilan Pappé a déclaré que les autorités américaines lui avaient demandé s'il n'était pas un partisan du Hamas, voire même comment il voyait les événements à Gaza. Est-ce que pour lui ça constituait d'un cas de génocide? On lui a même demandé sur la nature des relations qu'il entretiendrait avec des amis arabes ou musulmans. Alors, je pose la question simplement, est-ce que le FBI serait-il au service de l'entité sioniste? Absolument. De toute façon, les FBI et tous les services de renseignement de l'Union européenne et de l'OTAN, ils sont au service de l'entité sioniste et au service du sionisme partout dans le monde. Pas seulement d'ailleurs, pas seulement en Europe et pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Ça, c'est une vérité historique parce qu'ils aident aussi, ils donnent même des informations à l'armée israélienne sur les positions de la résistance et sur tout ce qu'ils doivent effectivement bombarder. Ça d'une part. D'autre part, je voudrais quand même dire que M. Ilan Pappé est un grand homme quand même, qu'il est un grand théoricien, qu'il est juif, qu'il était allé en Palestine avec l'idée de construire effectivement un pays où tout le monde vivrait en démocratie, en citoyenneté, et que les habitants d'origine du pays, comme les nouveaux arrivants, auraient les mêmes droits. Or, il s'est trouvé que les colons ont tous les droits et les habitants du pays, les Palestiniens, n'ont aucun droit. Donc, en fait, Ilan Pappé a eu une voix qui s'était élevée contre ces ségrégations, contre ces discriminations. Et en fait, il a écrit des livres qui décrivent vraiment le nettoyage ethnique quelques années avant, maintenant, et puis qui montre la vraie intention du pouvoir sioniste, qui est de faire un génocide en Palestine. Donc en fait, c'est pour ça peut-être qu'ils lui en veulent, les sionistes, parce que il a vraiment dénudé, il a mis au clair et au nu
les plans sionistes effectivement d'extermination du peuple de Palestine et aussi des endroits qu'ils occupent. Il faut quand même rappeler qu'ils occupent aussi le Golan syrien et qu'ils occupent une partie de la Cisjordanie, etc. Et du Liban, Donc, du Sud-Liban et également. du Liban, du Sud-Liban, oui, et puis une partie du Sinaï aussi, Mhm. il faut dire quand même. Donc, ce sont des terres arabes, en fait, des terres palestiniennes, libanaises, syriennes, égyptiennes, et les Israéliens n'ont pas à y être, hein, sauf que par passage ou en tant que touriste, s'il le faut, mais pas être là et s'approprier la terre et chasser les habitants et surtout les discriminer et puis les bombarder sans arrêt et surtout les éliminer, puisque c'est une élimination ethnique totale, Euh, en fait, qu'ils essayent de faire. Alors, Donc là, c'est un point important, effectivement, et Monsieur Papé est quelqu'un qui est aussi professeur d'université. Il a beaucoup de poids dans le monde et il n'a jamais pris les armes, en fait. Donc, on ne voit pas pourquoi le FBI il l'interroge de cette manière brutale et puis en plus se permet de copier tout ce qu'il y a sur son ordinateur et tout ce qu'il y a sur son téléphone portable et lui pose des questions comme si c'était un crime d'avoir des amis arabes, d'avoir des amis palestiniens. Voilà. alors, Et ça, c'est clair. tout à l'heure, vous avez fait allusion à ce mouvement d'une ampleur historique, hein, ce mouvement d'étudiants en Europe, aux États-Unis, au Japon, même ailleurs, hein, pour un cessez-le-feu et ces étudiants aussi qui dédiaient leur diplôme aux Palestiniens. Une mobilisation mondiale, donc, pour la Palestine qui est en train de peut-être faire bouger les lignes diplomatiques, puisque selon les médias espagnols, Pedro Sánchez annoncerait, donc le Premier ministre espagnol, annoncerait mercredi la date de la reconnaissance officielle de l'État palestinien. Cela serait encore une victoire, Issa El-Midani, pour les défenseurs comme vous de la cause palestinienne. Oui, oui, tout à fait. Alors, ce que je voudrais dire quand même, ce mouvement qui a eu une ampleur importante, il n'était pas pour il a commencé pour dire cesser le feu, et maintenant il est pour Free Palestine. C'est en fait la liberté pour la Palestine. Toute la terre de Donc, Palestine. le mouvement lui-même s'est radicalisé et a épousé, je dirais, l'objectif des Palestiniens, qui est la libération de leur pays, ça d'une part. Et d'autre part, il s'est généralisé, il est devenu beaucoup plus affirmé, puisque les mêmes ont commencé à trouver que la libération de la Palestine, les Palestiniens leur ont fait prendre conscience que la libération de la Palestine, c'est aussi leur propre libération à eux. En fait, donc ça, c'est un point qui est aussi très important. Et troisième point, c'est la généralisation de ce mouvement et le poids que ça a dans des académies comme Yale, comme Harvard, comme Columbia University et comme Kent State University, etc., qui sont les universités qui fournissent les cadres de demain dans l'élite, exactement, mais c'est les cadres dirigeants en fait des États-Unis et des pays du monde, en fait, pas seulement les États-Unis. Ce qui fait que effectivement, le mouvement sioniste, il est en, comment dire, ils sont violemment, ils ont peur. De ce fait, ils ont recours aux agressions sur les camps. Donc, il y a vraiment, on voit d'ailleurs sur les images que vous présentez, la violence policière dans les campus universitaires, la violence aussi contre les étudiants. Et on voit aussi une pluie de nouvelles règles, de nouvelles lois qui apparentent effectivement la levée le fait de hisser le drapeau palestinien, c'est de l'antisémitisme, c'est le fait de dire c'est une attaque contre les libertés, etc.
En fait, donc, tout ça, on veut incriminer dans toutes les lois de ces pays-là, on veut incriminer tout soutien à la Palestine. Merci Aïssa Midani. Voilà. Merci, on arrive à la fin de notre, je vous presse parce qu'on arrive à la fin de notre entretien. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt Aïssa Midani. Merci encore d'avoir été des nôtres. Tout de suite, la suite de l'information sur A24 News. Et quant à moi, je vous dis demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.